Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous en pleine forme? Ouais, vous êtes printanière. Ouais, dites-moi Philippe David, oui. C'est quoi cette montre? C'est à la bonne heure, j'ai une jolie montre, oui, c'est bien. Oui, bah dis donc, il est tout rouge, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais pourquoi vous êtes tout rouge? Non, en fait c'est les couleurs Sud Radio derrière qui se réverbèrent sur moi. Il est amoureux, Philippe David, oui, je précise la question de Cécile de Ménibus, c'est un bien cadeau sûr. Oui. De qui? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, d'abord on dit pas ça, on dit... Qu'est-ce que ça peut vous faire? Voilà, je vous remercie beaucoup et voilà. Et nous avons les moyens de vous faire cette parler. intrusion dans sa vie intime. Oh franchement. l'autre, l'espèce de soutien Il y a là, tout de même, qui soutient la, non, mais comme voilà la corde un homme soutient. Il y a tout de même un peu de pudeur, quoi. Franchement. Non, pas entre nous. Je sais, vous avez même voulu que je prépare l'émission dans le plus simple appareil. Oui, alors parce que Oui, je vous n'avez pas voulu. Je crois entendre qu'il y a un autre cadeau en fait. Il y a un pas autre que cadeau la montre. sur lequel il est assis. Bon allez, on plaisante bien sûr, on est ravis de retrouver. Soyez plus discret sur sa relation avec Sophie. Sophie Marceau, bien sûr. Bien entendu. Voilà, c'était le en plein festival du Cannes. On peut faire rêver un petit peu les auditeurs. On est ravis de vous retrouver. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Aude qui est là et qui vous attend bien entendu jusqu'à 19h. Allez, le sommaire de cette émission avec un sujet beaucoup plus grave sur cette attaque à l'arme lourde qui a tué 2 agents de l'administration pénitentiaire ce matin au péage d'Incarville dans l'Eure. Les assaillants ont tiré sur le fourgon lors d'un transfèrement pour permettre à un détenu de s'évader. 3 autres hommes grièvement blessés, dont l'un entre la vie et la mort. Les criminels sont toujours en fuite. On va en reparler à 17h20 dans les 3 mots dans l'actu et puis à 18h40 dans le coup de projecteur des Vraies Voix, Philippe. Oui, absolument. Et à cette question, sommes-nous désormais désarmés face aux narcotrafiquants? Faut-il imposer un plan place nette sur tout le territoire? Les truands ont-ils un sentiment d'impunité pour se permettre ce type d'attaque? Et à cette question, faut-il doter les personnels pénitentiaires d'armes lourdes? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Appelez le 0826 300 300 ou Aude vous accueillera. Et notre invité pour en parler, Wilfried Funk, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Et puis à 17h30, le très attendu projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale, censé répondre à la colère exprimée par les agriculteurs pendant l'hiver. Le texte peine cependant à convaincre syndicats et élus de l'opposition. Après 35 heures des débats et près de 3000 amendements étudiés, que va-t-il rester de ce projet initial, Philippe? Oui, Cécile, parlons vrai. Va-t-on enfin réussir à trouver un accord qui satisfasse à peu près tout le monde? Est-ce que les promesses faites aux agriculteurs au début d'année ont été tenues? Est-ce que les syndicats agricoles sont unis ou désunis? Et à cette question, loi d'orientation agricole, la colère des agriculteurs pourrait-elle repartir? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? C'est encore et toujours Aude et son sourire qui prendra votre appel au 0826 300 300. Et pour en parler, Véronique Le Floch sera avec nous, présidente de coordination rurale. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour incarner ces vraies voix, c'est Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Un vrai romantique. Un vrai bien sûr, absolument. notamment un romantique. Féministe et romantique. Voilà. Oui, c'est ça, vous l'avez. Romantique, c'est clair. Oui, mais vous aimez les femmes. Disons, je choisis mes féminismes. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas un féministe dogmatique. Absolument. D'ailleurs, les femmes, vous êtes contre, tout contre. Voilà. Les femmes, Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'il faut entendre comme délire? Non mais franchement, on a quand même une concentration dans ce studio, ma pauvre Cécile. Heureusement que vous êtes là, Françoise de Bois. j'avais à choisir pour l'humanité, ma chère Cécile, un seul sexe, je n'hésiterai pas une seconde, je prendrai les femmes. Donc ça veut plutôt dire que dans votre prochaine vie, vous souhaiteriez renaître en femme, en fait.
Non, je ne détesterais c'est-à-dire qu'il serait seul avec les femmes, c'est ça qu'il dit. Vous êtes un univers où il y aurait que des hommes, c'est l'horreur. Alors que moi, ça m'irait bien. Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc Gras, comment ça va? Ça va très bien, je vois que le niveau est toujours aussi élevé. Oui. Les romantiques sont toujours des féministes. Oui. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est vrai. Les romantiques sont toujours féministes. On a vraiment des phrases cultes. On peut les afficher à partir de maintenant dans le studio, s'il te plaît. Féministes. Quand on est romantique, on est forcément féministe. C'est vrai. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais non, regardez, Michel Sardou est hyper profond ce qu'il vient de dire. C'est pas profond, ça tient pas debout. Dans le sens du creux. Attention, on ne vous entend pas, les amis, on ne vous entend pas. Si, c'est assez juste. Allez, voilà, on dira, Luc Gras a dit un jour, les féministes sont tous... Non, les romantiques sont tous des féministes. Je le dis dans le sens L'inverse n'est pas vrai. Bon, voilà, allez. Ça veut rien dire, en fait. Vous avez bien compris que ça veut rien dire. Non. Écoutez la sonnerie du téléphone. Et ben voilà, ça tombe bien parce qu'il nous appelle. Pascal de Périgueux est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonsoir à tous. On vous souhaite la bienvenue. Il va falloir batailler, parce que sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de temps de parole. Cher Pascal, de quoi parle-t-on dans un instant ? Mais écoutez, on va parler de la France, qui est un pays maintenant où la terre est beaucoup plus cultivée que ses habitants. Ça, c'est cash. J'adore cette phrase. Vous restez avec nous et on écoute ce répondeur. 0826 300 300. Bonsoir les vraies voix, ravi de vous retrouver Cécile et Philippe. Je suis Patrice et j'appelle de Brignoles dans le Var. Donc pour répondre à la question de notre Philippe Bidger, qui s'interroge pourquoi les LR ils sont au fond du trou en fait, et ils bougent pas. En fait, Philippe David, vous avez raison, c'est le traité de Lisbonne de 2005 qui n'a pas été respecté, et voilà. Parce que moi en entreprise, j'ai vu la différence entre Maastricht et Lisbonne, les conditions de travail, nos transports en commun et tout ça, j'ai bien vu la différence. Voilà la réponse à notre Philippe Bidger. Bonne soirée à vous. Philippe Bidger, et vous étonniez que François-Xavier Bellamy soit pas plus haut dans les sondages. Moi, je lui ai dit qu'il portait sur lui, malheureusement, le lourd passif de LR sur l'Europe. Et notre ami nous donne raison, Pascal Duvard. Patrice Duvard, pardon. Vous êtes deux à être d'accord sur ce point-là. Je continue à penser que ça n'est pas une raison aussi profonde et aussi ancienne que ce que vous avez dénoncé avec notre ami, qui est la cause du surplace de François-Xavier Bellamy à la tête. Pardon ? Une des causes. Je voudrais dire non, pas du tout, parce que les amis, parce que les Républicains ont fait de très bons scores aux européennes après, très vite après le traité de Lisbonne. Donc, mais là où Philippe a raison, c'est que le traité de Lisbonne a créé une véritable fracture, une rupture, mais c'est la gauche surtout. C'est pas vraiment la droite. On a 2 secondes. En 2 mots. Même si c'est pas toujours le cas, la présence sur la liste des Morano et Hortefeux peut pas aider Bellamy à incarner le renouveau du LR. Allez, tout de suite Pascal de Périgueux. Merci les amis. 0826 300 300. Et vous dites la France est un pays où la terre est cultivée plus que ses habitants. Ça c'est très très drôle. Pourquoi vous dites ça, mon cher Pascal ? Parce que depuis un certain temps maintenant, même depuis bon, je suis un boomer, enfin pour ceux qui n'ont pas la culture, donc je suis du baby boom des années 60, et je me rends compte que depuis quelque temps, on est confronté à une inculture générale, et ce qui m'inquiète passablement, c'est qu'en général l'inculture amène à la soumission, et alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Je vois par exemple au niveau d'Israël, au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Corée, tout ça. On nous assène des vérités, des contre-vérités et surtout de l'inculture. Et ça me dérange personnellement profondément, parce qu'on dit des choses qui sont fausses. Si aujourd'hui, il y a des gens qui réclament qu'Israël, par exemple, ne soit plus entre l'océan, enfin entre la mer et le fleuve. Si on leur pose la question quelle est la mer, quelle est le fleuve, ils vont dire la Méditerranée et le Danube. Voilà. Et si encore ils savent ce que c'est qu'un fleuve. Non, mais vous voyez, voilà. Non, mais c'est ça. Ouais, on va faire réagir, Pascal. On va faire réagir. Pascal, on va faire réagir parce que ça revient encore sur l'émission d'hier, comme Patrice.
Arnaud Benedetti qui nous disait que la culture des politiques s'était effondrée. Oui, en parlant des débats Giscard-Mitterrand d'il y a 50 ans. Alors je distinguerais peut-être la culture dont parle notre ami Pascal, elle est très importante, la culture des événements, de la géographie. Là, je serais dans le lot des vignards. Moi, je suis très nul dans ces domaines-là. Enfin, tu prends pas le Jourdain pour le non, Nil. Et de la culture, et le reste, la culture classique, les humanités. Alors là, il y a une défaillance absolue qui est sauvée uniquement sur ce plateau. Non, mais je suis d'accord. Moi, je vois avec mes élèves en école de journalisme, et je les engueule, je leur dis il faut lire parce que sans la lecture, et merci Pascal de ce rappel, parce que sans la lecture, c'est ce qui nous donne la liberté. En réalité, c'est la culture qui nous donne la liberté. Vous avez absolument raison sur l'Ukraine, vous avez absolument raison sur Israël, et c'est dramatique parce que vous parlez de jeunes qui manifestent, mais c'est les députés. Mathilde Panot était incapable de situer le Jourdain sur une carte, par exemple. Luc, la réalité est qu'il y a une baisse du niveau culturel globalement. Par contre, ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'il y a moins de soif de réflexion. Et c'est ça. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de culture, mais qui a soif de réflexion, qui peut aller se renseigner sur ceci, sur cela, à ce moment-là, ça va. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de soif de réfléchir. Vous voulez un verre d'eau? Allez. J'allais le dire, ma chère Cécile. C'est la fin. Allez, dans un instant, les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et les réquisitoires du procureur, mon cher Philippe. Alors, bonheur de dire que Ségolène Royal a eu 2 fois raison. Ah, mais dis donc, ça va faire plaisir à Françoise. Allez, on fait une petite pause. La L'émission semble se passer sous les meilleurs auspices avec Françoise Degois, Luc Gras et Philippe Bilger, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Les meilleurs auspices, attendez de voir à 17h45 comment ça va se passer, les auspices. De Beaune. Oui, j'allais vous le dire. Oui, c'est ça. Il va falloir être clément. Bon, en attendant les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, de quoi parle-t-on, mon cher Félix? De ces 2 agents pénitentiaires tués et 3 blessés lors d'un guet-apens sur un péage en plein transfèrement de détenus dans l'heure de ces pillages, de ces incendies, des gendarmes pris pour cible en Nouvelle-Calédonie, et puis de la 77e édition du Festival de Cannes. Elle va être marquée par l'appel au secours d'un réalisateur iranien en exil. En 3 mots, ça donne Incarville, Nouméa et Cannes. Et on en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est à décharge que vous allez requérir, monsieur le procureur, sur Ségolène Royal. En réalité, à chaque fois que j'ai le bonheur de louer des propos de Ségolène Royal, je vais au 7e ciel. Parce que j'aime beaucoup la personnalité de cette femme, et j'aime beaucoup son caractère atypique, la singularité de son verbe, et surtout son courage intellectuel. Là, alors je passe rapidement sur la dénonciation extrêmement drôle et tellement juste qu'elle a faite de l'Eurovision 2024, qui était un festival de laideur, il faut être clair. Vous permettez que je la cite, un concours de laideur, de vulgarité et d'exhibitionnisme. Voilà, elle l'a parfaitement dit, donc je glisse sur ce premier sujet, je vais plus volontiers vers le second. C'est un article très intéressant qu'elle a écrit dans le JDD, où elle dit, en réalité, toutes les questions qu'elle pose, elle leur donne une réponse que j'approuve absolument, c'est sur les délinquants mineurs. Et notamment, elle a cette formule que je trouve très bonne. Elle dit, en général, on parle de prévention et ensuite de répression, ou d'éducation prioritaire et de répression après. Et elle dit, ce qui est évident, que la sanction est une éducation. Et on retrouve la Ségolène Royal absolument unique, qui avait brillamment réussi en 2007, à tel point que beaucoup votaient davantage pour elle sur le plan régalien qu'ils ne faisaient pour Nicolas Sarkozy. Il est plus royaliste que vous, Françoise. Non, moi je suis absolument d'accord. Vous savez, je suis une Ségolène royaliste définitive, y compris ces petites conneries. Donc moi je peux pas me désolidariser d'elle. C'est définitif chez moi, bien sûr, que je suis d'accord sur l'ordre juste. Évidemment, on n'a pas fait mieux dans la vie politique encore que ce concept-là, je trouve. Et je suis d'accord sur la sanction. Par contre, Ségo, arrête de nous saouler avec tes histoires de laideur. Nemo, il est très mignon, ce petit Nemo, d'ailleurs. Et je suis sûr que vos enfants l'adorent, ma chère Ségolène. En Luc plus, Gras, vous êtes royaliste aussi? Pas connu comme tel. Mais par contre, je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même. J'essaye de trouver quelque chose de positif, et il y a quand même une continuité chez Ségolène Royal. Toujours. Je me rappelle
une loi je crois de 2002 sur l'autorité parentale où elle avait à l'époque été très innovante et qui vient bien compléter ce discours sur la sanction parce que Ségolène Royal n'est pas que la sanction, elle est aussi dans l'éducation, dans la formation, dans la responsabilité des parents. Merci les amis. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont Incarville, Nouméa et Cannes. Un fourgon pénitentiaire attaqué à l'arme lourde au péage d'Incarville dans l'Eure. Les assaillants ont abattu 2 agents et en ont grièvement blessé 3 autres pour libérer un détenu avant de prendre la fuite. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est de nouveau tombée sur Nouméa après ces scènes d'incendie, de pillage et de tirs sur des gendarmes. 82 interpellations sur fond de réforme du corps électoral. Et puis le 77e festival de Cannes ouvre ses portes, édition marquée par l'appel au secours d'un cinéaste iranien en exil, par la présence de Meryl Streep et par la vague MeToo évidemment. Les vraies voix Sud Radio. L'Assemblée nationale se tiendra toujours aux côtés de ceux qui servent la République et protègent nos concitoyens. En mémoire des fonctionnaires assassinés dans l'exercice de leur mission et en solidarité avec leurs familles et leurs collègues, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Une scène d'une rare violence ce matin, peu après 11 heures au péage d'Incarville dans l'Eure. Une voiture bloque un fourgon de l'administration pénitentiaire, puis ses occupants abattent 2 agents à l'arme lourde pour permettre aux détenus de s'évader. Un détenu en cours de transfèrement entre Évreux et Rouen. 3 autres agents étaient grièvement blessés dans l'attaque, dont l'un se trouve entre la vie et la mort. Drame évoqué tout à l'heure par le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Ce matin dans l'Eure, c'est la République qui a été attaquée. C'est l'ordre républicain qui a été pris pour cible. C'est notre justice. C'est le refus de l'impunité sur lequel on a tiré. Notre peine, c'est celle de tout un pays. Tout un pays choqué par cette attaque d'une violence inouïe, par la brutalité et par la lâcheté de ses auteurs. Tout un pays est reconnaissant pour l'engagement de ses agents, pour l'engagement quotidien des agents de l'administration pénitentiaire. L'un des 2 agents était marié et avait 2 enfants qui devaient fêter leurs 21 ans dans 2 jours, tandis que l'autre laisse une femme enceinte de 5 mois. Les assaillants sont donc parvenus à prendre la fuite. Tout sera mis en œuvre pour les retrouver, assure le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés et ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. Le fourgon n'avait pas d'escorte de police ni de gendarmerie vu que le détenu n'était pas classé particulièrement surveillé. Né en 1994, Mohamed Amra, de son nom, a été condamné à Évreux pour vol avec effraction. Il est aussi mis en examen à Marseille pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. On en parlera bien sûr pendant le débat. Philippe, vous voulez juste un mot. Oui. Là on est très sérieux. Gabriel Attal en général. Je n'aime pas cette manière de dire en permanence que la République est attaquée. On a 2 personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont tragiquement assassinées. Rien de plus, c'est déjà énorme, c'est colossal. Je suis d'accord. En parlant de République, d'une certaine manière, on noie somptueusement le poisson tragique. Je suis d'accord avec Philippe et je trouve que la deuxième partie, il aurait dû commencer par ça, sur la peine. Moi, ce que je ressens en tant que personne lambda et comme tous les gens, j'ai du chagrin pour ces gens de la pénitentiaire qui sont maltraités, qui sont mal payés et ils meurent sur une route. Enfin, c'est absolument cauchemardesque. C'est tragique, en fait. Et j'aime beaucoup Dupond-Moretti. Je trouve que la déclaration, pour une fois, de Dupond-Moretti, elle est très carrée. Ils seront pourchassés, ils seront punis. Ça me va très bien. Le grain, vous. Non, mais je trouve que c'est important aussi de dire que la République est forte et que c'est évidemment pas. Mais c'est des mots valises, Luc, tu vois. Non, mais un incident aussi dramatique et aussi le prendre sur le côté sentimental, moi je suis d'accord. Ouais. C'est vraiment la famille qui est touchée, les enfants, le petit qui est dans le ventre de sa maman qui connaîtra jamais son papa. Ça, c'est vraiment un enjeu. Dire que la République est basculée par 2 imbéciles qui n'ont même pas le sens de la vie en eux pour aller tuer. Imbécile. J'aurais dit plutôt, j'aurais dit un autre mot. Moi aussi. Voilà. Mais la République, elle est solide. Il faut arrêter de dire que ça va. Je suis
d'accord avec Luc. Enfin, tu sais, chaque fois qu'il y a un acte antisémite, c'est la République qui est attaquée. Oui, les amis, une synagogue, une mosquée, c'est la République qui est attaquée. On n'a plus le temps, puisqu'il nous reste 23 secondes pour 3 infos. Deuxième mot, je vous en prie. Deuxième mot, émeute en Nouvelle-Calédonie. Nouméa s'est couché sous couvre-feu après des scènes d'affrontement. Des émeutes sur fond de réforme constitutionnelle. L'Assemblée nationale examine le dégel du corps électoral. Autrement dit, les résidents calédoniens pourraient voter aux élections provinciales, même s'ils sont arrivés sur place après les accords de Nouméa en 98. Et ça déplaît aux indépendantistes qui même sans ça avaient déjà perdu les 3 référendums d'autodétermination ces dernières années. Des magasins pillés, des maisons incendiées, des tirs sur les gendarmes. Gérald Darmanin annonce 82 interpellations. Je ne comprends pas qu'on tire à balles réelles sur des gendarmes. Et je ne comprends pas comment on évacue des enfants, des bébés la nuit, parce qu'on rentre avec des haches et des fusils, monsieur, dans une brigade de gendarmerie. J'espère que tout le monde le comprend. Je constate que nous avons par ailleurs eu des élus qui ont été pris particulièrement pour cible. Madame Baquès, la présidente de la province sud, a vu son père à 3h du matin sauvé par le GIGN dans sa maison en feu. Je veux redire que ces actes sont inacceptables, que nous retrouvons les auteurs et qu'ils seront présentés devant la justice. Et le troisième mot, Philippe. Le troisième mot, Cannes, avec l'ouverture du 77e festival. Il s'ouvre sur fond de vague MeToo dans tous les esprits. Un défilé aussi de stars, dont une légende d'Hollywood, Meryl Streep. 77e édition marquée aussi par l'appel au secours d'un cinéaste iranien contraint à l'exil à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Mohamed Rasoulov qui vient de fuir clandestinement l'Iran pour un lieu tenu secret en Europe, implore le cinéma mondial d'apporter un soutien fort aux réalisateurs menacés. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'Assemblée nationale commence ce mardi 14 mai l'examen du projet de loi d'orientation agricole. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. Cécile de Ménibus. Eh bien, en prenant l'antenne, j'ai envie de vous dire merci Philippe Bilger, merci Françoise de Gois et merci Luc Gras, puisque l'émission est très plaisante depuis quelques temps. Donc, vous allez me donner vos cahiers de notes et je vais vous mettre un 10 pour une attitude plutôt intéressante et intelligente. Ils auraient préféré un virement, je crois. Mais là, il faudrait qu'ils vous envoient leur RIB. Et personne me demande ce 10 sur combien? Personne me dit. Non. 10 c'est sur 40, si tu veux, vous pouvez aller vous rhabiller. Voilà, c'est ça la question. Oui, de toute façon, vous ne faites aucun cadeau. De toute façon, vous avez l'air. Je pense que vous allez dire qu'elle est torve et fourbe. Non, elle est sévère, c'est mal. On donne une bonne note aux animateurs aussi. Merci. Votre bonté vous perdra. Non, mais allez-y, chargez-moi, il n'y a pas de problème. J'ai le dollar. C'est un peu la belle et la bête, mais bon. Ouais. C'est pas gentil pour Cécile. Oui. Mais d'une certaine manière, c'est juste. J'allais le dire. Elle ne se résume pas qu'à sa beauté. Philippe Bilger prend mes vannes, c'est pas possible. Allez, tout de suite, bienvenue à tous. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ça ressemble à la chanson Paroles et Paroles. Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim, rééquilibrer encore les choses. Egalim n'a pas marché, Egalim ne marche pas. La place des indicateurs de coûts de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. On aura beau faire toutes les lois Egalim et tout ce qu'on voudra, l'agriculteur français sera désormais, et il faut le regretter, toujours trop cher. Le projet de loi d'orientation agricole arrive à l'Assemblée nationale. Il est censé faciliter l'installation de nouveaux exploitants et les délester de certaines contraintes environnementales. Le texte érige aussi l'agriculture en intérêt général majeur de la nation. Pour autant, les syndicats le jugent insuffisant sur les revenus. La coordination rurale s'agace aussi sur le diagnostic environnemental obligatoire pour chaque exploitation, Philippe. Oui, et parlons vrai. Va-t-on enfin réussir à trouver un accord qui satisfasse à peu près tout le monde? Est-ce que les promesses faites aux agriculteurs en début d'année ont été tenues? Est-ce que les syndicats agricoles sont unis ou désunis? Et à cette question, loi d'orientation agricole, la colère des agriculteurs pourrait-elle repartir? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le score ne souffre pas de discussion, puisque vous disiez oui à 99% il y a quelques instants, on vient de passer à 98. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Véronique Le Floch est avec nous, présidente de la coordination rurale. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio avec nous. Bonsoir. Petit tour de table sur cette loi d'orientation agricole, Philippe, tant attendue et déjà décevante.
Alors, Cécile Philippe, quand j'ai connu le sujet, bien sûr, j'ai lu un certain nombre de choses et j'ai l'impression, mais avec beaucoup de prudence, que il y a des injonctions purement verbales, l'intérêt social, le rôle capital de l'agriculture, tout ce qui est destiné à donner une sorte de noblesse qui n'a jamais été discutée au monde agricole. Deuxième élément, est-ce qu'il y a une tentative réelle et sérieuse de concilier l'agriculture et son besoin d'efficacité avec l'environnement et ses principes? Et troisième élément, mais ça, évidemment, notre invité le dira 1000 fois mieux que moi, est-ce que ce qu'attendaient les agriculteurs sur le plan de leurs problématiques essentielles va être concrétisé par cette loi? Françoise Degois. Moi, c'est typiquement la loi édredon. Vous savez, c'est cet édredon qu'on met pour calmer la colère. En réalité, le gouvernement arrive à faire ce tour de force qu'il ne satisfait personne. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les réactions de la FNSEA avant que le projet de loi soit présenté aujourd'hui, enfin avant que le projet de loi soit examiné par l'Assemblée nationale. Évidemment que ça n'est pas suffisant pour la FNSEA. Et c'est trop pour, par exemple, les écologistes. C'est trop aussi pour la coordination rurale. Donc, quand vous voulez ménager tout le monde, finalement, vous mécontentez absolument tout le monde. Je pense que on verra ce que dira Madame Prigent, mais Prigent, mais la réalité, si vous voulez. C'est Madame Le Floch, c'est pas Prigent. Rien à voir avec le Floch Prigent. Pardonnez-moi, Madame Le Floch, excusez-moi, vous voyez. Vous l'avez marié avec quelqu'un d'autre. Oui, je l'ai marié avec Loïc, pauvre de vous. Elle a de l'énergie aussi. Non, je voulais juste dire que véritablement, le point central et crucial qui est le revenu digne n'est pas traité parce que de toute façon, on sait très bien par quoi ça passe. Tordre le bras aux centrales d'achat, tordre le bras aux transformateurs, et pour le moment, eh bien, le gouvernement n'y est pas prêt, tout simplement. Moi, je dirais que c'est un peu à l'image de ce que fait le législateur depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a un vrai gros sujet puissant, et puis face à cela, des déclarations de l'exécutif qui sont plutôt intéressants, de dire oui, il y a un problème, on va le résoudre, et à l'arrivée des mesures un peu ponctuelles, alors effectivement un peu édredon, et on a le sentiment qu'il y a un vrai sujet de société qui aurait peut-être mérité une loi cadre d'ailleurs, quelque chose qui permette de réfléchir sur quelle qualité d'agriculture, quelle quantité, quelle proximité, la place de l'écologie, des vrais sujets de fond. Et on a l'impression que c'est un peu comme le législateur depuis 30 ans, grosso modo, c'est un peu bâclé et ça ne répond pas à l'attente profonde des agriculteurs et donc des Français. Il fallait travailler vite pour avoir du résultat. Oui, mais c'est ça, il est là le problème. Ouais, vous êtes agriculteur, vous voulez témoigner, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, merci d'être avec nous. Quels sont, selon vous, aujourd'hui les points de blocage vraiment importants ? Eh bien, pour commencer, plusieurs lignes rouges, même si ce qui s'appelle les GFAI, donc groupements fonciers agricoles d'investisseurs, ont été retirés. Donc ça, c'est un point contre lequel on s'inscrivait, mais en totale opposition. Ce qui veut dire quoi, qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas aguerris aux acronymes. L'agriculture va tellement mal aujourd'hui que vous avez beaucoup d'agriculteurs qui ont par exemple leurs vaches qui sont en location, ils n'en sont même plus propriétaires, le matériel agricole est en location, les terres sont en location, et là on part dans l'hypothèse où les agriculteurs auront encore moins de revenus et donc ne pourront plus procéder à l'acquisition de leur foncier. C'est comme si le maçon ne pouvait même plus acheter sa truelle et son bac pour faire son ciment. Enfin, on est dans un système qui ne tourne plus rond. Donc ça, c'était un point. On espère que le gouvernement réintroduira pas cet élément. Ensuite, il y a cette volonté d'inscrire dans la loi la création d'un service d'accompagnement et de conseil des agriculteurs qui vont s'installer, qui vont transmettre. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Que font les chambres d'agriculture? Que font tous les conseillers qui tournent autour de nous? Enfin, est-ce qu'il y a besoin d'inscrire ce diagnostic? On n'est pas en train de vendre des maisons. Faire un diagnostic de nos exploitations, ce qu'ils ont appelé joliment diagnostic modulaire, évaluer nos exploitations par rapport à la résilience face au changement climatique, mais toutes les exploitations de France sont concernées. Donc ça veut dire quoi? Enlever la valeur de nos fermes? Ça veut dire faire
peur à nos jeunes qui vont s'installer en leur disant oh, tu n'arriveras pas, tu es dans une zone, mais alors on n'installe plus personne dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on fait? Véronique Le Floch, on va déjà faire réagir sur ce que vous dites, point par point. Philippe Bilger, vous vouliez réagir Pour aller rapidement à l'essentiel, Véronique Le Floch, y a-t-il quelque chose dans le projet du gouvernement qui trouve grâce à vos yeux, même quelque chose d'infime? Eh bien, écoutez, je pense que l'intérêt général majeur, même si ça a été dit, ça a été repris dans le discours de Gabriel Attal que vous avez repris, l'intérêt général majeur date de 1967 pour l'environnement. Donc jusqu'à présent, on a toujours considéré que c'était plus important de prendre soin de l'environnement plutôt que de se nourrir. Donc ça, c'est un point que je tiens à signaler. Maintenant, ce qui va dans le bon sens, c'est tout ce qui peut concerner les procédures judiciaires. Sauf que là encore, on passe d'un régime d'exception, puisque nous autres, les recours par rapport à nos projets concernant des réserves d'eau ou concernant des bâtiments d'élevage, les possibilités de recours étaient de 4 mois. Et là, on revient à un délai de droit commun de 2 mois, ce qui est la norme pour tout autre projet. Donc pourquoi les politiques, jusqu'à présent, ont donné l'occasion à tous nos détracteurs, aux détracteurs des agriculteurs, de l'agriculture, de pouvoir se retourner contre nos projets pour nous empêcher de produire et de nourrir les Français? Françoise Legois. Oui, j'ai une question quand même qui est, à mon avis, la question essentielle, qu'on soit de la coordination rurale, de la FNSEA ou bien de la Conf paysanne. La réalité, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ce projet de loi qui améliore un tant soit peu ce qui est le cœur les conditions de vie, les conditions de vie et le revenu digne. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien là-dedans, Véronique Le Floch. Alors, tout à fait d'accord. S'il y avait un projet à reprendre, c'était le projet de loi d'orientation agricole qui date de 1960, dans lequel on reconnaît l'intérêt des agriculteurs, on reconnaît la nécessité de faire en sorte qu'ils aient au moins le même niveau de vie que n'importe quel salarié en France. Voilà. Mais voilà, comment voulez-vous attirer des jeunes et des moins jeunes dans un métier qui ne sera pas rentable, dans lequel vous n'allez faire que trimer, dans lequel vous n'aurez que des nouvelles contraintes chaque année, dans lequel les réglementations changent en permanence? Non, mais on peut pas. Oui, c'est vrai. Luc, pardon, Gras. Moi, ce qui me gêne encore dans ce texte, c'est que c'est toujours la même ritournelle. On a une approche extrêmement, finalement, comptable. Le diagnostic, quels seront les critères qui seront retenus dans les diagnostics quand on viendra sur l'exploitation? Ce sera la rentabilité. Or, la rentabilité, c'est un raisonnement très court terme, en particulier pour l'agriculture. On comprend bien que il y a des enjeux importants. Ce pays, il est prêt à mettre combien sur la table pour aider une agriculture de proximité, de qualité, qui nourrisse bien ses enfants? Vous voyez, il y a des enjeux qui vont au-delà de la rentabilité financière. Ce texte-là n'aborde pas la taille des exploitations, absolument essentielle. On comprend bien que le discours de la FNSEA et des petits agriculteurs n'est pas du tout le même. Le discours de la FNSEA, c'est les fermes-usines. Hein. On est d'accord avec l'agriculture industrielle. Eh bien, l'agriculture, ce n'est pas les fermes-usines. Je suis d'accord là-dessus. Moi, j'ai une question à vous poser, Véronique. Est-ce que vous pensez que la mobilisation va repartir? On a bien compris. Pour moi, c'est une loi édredon, et Cécile de Ménibus le disait tout à l'heure, parce qu'il fallait aller vite. Et c'est vrai, il y avait une contrainte politique, il fallait éteindre le feu. Mais est-ce que le feu reprend? La vraie question, elle est là. Avant le 9 juin, élection européenne. C'est ça la question politique pour le gouvernement. Le feu n'a jamais été éteint. Quand on voit les agriculteurs de la coordination rurale assister de nos syndiqués qui continuent à bâcher les radars parce que justement, pas de sous pour nous, pas de sous pour vous. C'est ça le message. À un moment, nous, on veut bien travailler. On veut bien écouter Emmanuel Macron qui nous dit il faut produire plus, il faut produire plus pour aller à l'export. C'est le discours de la FNSEA. Produire plus pour l'export. La raison qu'il nous donne, que 40% de notre revenu serait fait grâce à l'export. Pas problème. Même si des entreprises vont à 40% à l'export, elles ne font pas 40% de leurs bénéfices à l'export, et encore moins nous autres, leurs fournisseurs. Donc on mélange tout, on essaye de nous rouler dans la farine, et en même temps on ment aux jeunes pour leur faire croire qu'il faut produire, qu'ils ont tellement peur de ces nombreux départs à la retraite, et on compte sur les agriculteurs pour combler ce déficit de production. Hors de question de les emmener et de leur mentir. On a une réaction. Notre vraie voix du jour, Pascal de Périgueux. Alors Pascal, est-ce que vous pensez que les braises peuvent se rallumer, les braises du début de l'année? Oui, mais je pense que c'est mort.
C'est-à-dire ? Je pense que c'est mort parce que de toute façon aujourd'hui l'Europe, c'est l'Europe qui fait les lois agricoles, c'est pas la France. Macron, Attal, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas eux qui commandent. C'est-à-dire que en plus on est endetté comme c'est pas possible. Quand vous voyez que une banane qui fait 2 fois le tour du monde, qui est produite en Afrique dans des conditions déplorables avec des pesticides dégueulasses, c'est moins cher au kilo que 250 grammes de fraises de Dordogne. C'est inadmissible. Et on parle d'export. J'entendais Madame Le Floch qui parlait d'export. Mais l'export, à quel bilan carbone? Pourquoi pas produire pour nourrir la population qui est ici? Et aujourd'hui, on a affaire à une république de Pinocchio. Ils sont tous plus menteurs les uns que les autres. Et s'ils avaient le nez qui s'allonge à chaque fois qu'ils disent un mensonge, mais ça servirait de perchoir à toutes les hirondelles du pays, quoi. Merci de votre témoignage, Pascal. Bougez pas parce qu'on a peu de temps. Luc Gras. Je voulais surtout poser une question à Madame Le Floch. Si vous aviez une proposition symbolique pour sortir de cette approche comptable et donner de l'espérance aux agriculteurs. Alors, je dirais l'exception agriculturelle. On a eu cette expression en termes d'exception agricole à la française, qui a été reprise par Gabriel Attal. L'exception agriculturelle, c'est quoi? Si on fait un parallèle avec l'exception culturelle, c'est sortir l'agriculture de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. On revient à une situation d'avant 1994 où l'agriculture est une exception. On ne la met pas en concurrence. On stoppe tous ces accords de libre-échange qui impliquent de l'alimentaire avec un bilan carbone, comme l'a dit Pascal, catastrophique, qui met en concurrence les agriculteurs français jusqu'à les faire disparaître. On voudrait, au nom du bilan carbone, supprimer l'élevage. Et pour autant, ça ne dérange pas d'importer de la viande qui viendra de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud. Pas tout ça, c'est l'exception agriculturelle. D'accord, mais et avec la PAC, vous faites comment? Ils vont la réformer, la PAC. Il faut la faire en dentelle. On a 50 secondes, les amis. Alors, la PAC totalement réformée, pour nous, il nous faut des prix, pas des primes. Il faut justement tourner tous les radars sur les industriels pour qu'ils payent enfin les agriculteurs, parce que pendant plus de 30 ans, grâce à la PAC pour eux, ils n'ont pas eu à nous payer. Ils ont profité de toutes ces économies pour investir à l'international. Donc, allons chercher l'argent chez les industriels qui se développent et qui s'engraissent sur le dos des agriculteurs, mais au détriment de tous les consommateurs. Merci 1000 fois Véronique Le Floch d'avoir été avec nous, présidente de la coordination rurale, un sujet que nous allons suivre bien entendu puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à Sud Radio. Je vous rappelle que nous sommes la radio des territoires quand même, et si nous n'en parlons pas, je vois pas qui peut en parler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit show, parce que ça devient un show. Voilà, c'est plus un jeu, c'est un show. Ça y est, là ils affûtent les armes. Vous arrêtez tous les deux là. Et qui c'est qui va gagner? On sait pas. Moi je dis que c'est Pascal. Et on en parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis. Oh, mais il y a pas. Pourquoi on me coupe le micro, Philippe David? C'était fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et quand c'est rouge, c'est vert. Quand c'est vert, c'est éteint en radio. C'est ça. Je me disais aussi, c'est dingue. Je voulais dire un truc super intéressant. C'est dommage. C'était la seule fois de l'émission. Quel dommage. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Il essaie de réviser, regardez Bilger, il est sur son portable. Avec Luc Gras et notre auditeur Pascal qui est avec nous de Périgueux. Ça va Pascal? Oui, et votre émission, c'est du bonheur à l'état pur. Merci. Alors, Pascal, soyons clairs, vous êtes originaire de Dordogne. Si Philippe Bilger essaye de tricher, je lui mettrai des coups de Périgourdin. Pas mal, elle est bien. Non, mais elle est bien. Oui, mais j'en ai tellement assez de le voir content de ça. Mais j'ai rien fait. Et je vois ses yeux admiratifs de lui-même. Non, c'est vous que j'admirais. Parce que, vous pouvez continuer. Parce qu'avec Philippe David, ça relate. Oh là là. Elle est très bonne, François. En ce qui concerne Philippe Bilger, il n'essaye pas. Il fait ou il ne fait pas.
Voilà. Il n'est pas comme vous, il ne tente pas des trucs. Il sait parce que c'est important de le faire ou il le fait pas. Là, je vais me désinvestir du jeu. Voilà. Françoise gagne tout le temps, j'en ai assez. Non, mais malgré l'aide honteuse de Cécile de Ménibus pour vous, bien sûr. Mais vous n'avez aucune preuve. J'ai parfois gagné avec la précédente équipe, ma chère Françoise. Oui, pourtant je n'étais pas là. J'étais au téléphone, mais j'étais pas là. Oui, mais bon, allez, je vous connais. on démarre. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points. On commence par 3 points, voilà. Ne changez pas les points en cours de route, surtout tricheuse. Non, regardez, j'ai les mains dans le dos, regardez. Qui c'est qui l'a dit 3 points. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime abject. Nous les traquerons, nous les retrouverons, et je vous le dis, ils paieront. Non. Allez-y. Gabriel Attal. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 3 points. Gabriel Attal. Pourtant, Philippe Bligère. Oui, mais là, vous voyez, quand il avait plusieurs points. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Qui c'est qui l'a dit? Raphaël Glucksmann est un traître dans sa propre famille politique européenne. Comment? Bravo. Oui, il l'a dit. Pascal Ferno, bonne réponse, pardon. Elle a été vraiment nulle. C'était ce matin sur Sud Radio. C'est vrai qu'elle casse pas 3 pattes à un canard. Elle a été nulle. On ne dit pas nul, voilà. Elle a été médiocre. Voilà. 3-4 pattes à un canard, c'est pire que nul. Elle a été moins bonne que nous. Voilà. Ça, c'est bien, ouais. Ça me rappelle les maths où on me disait que j'étais nul, donc ça m'a traumatisé. Allez, question, qui c'est qui l'a dit 3 points. Je suis effaré de voir le Festival de Cannes pris dans une tenaille idéologique entre une sélection politisée. Non. Et ces rumeurs de scandale qui visent à faire du jury une cour d'assises. C'est une seconde de liste aux européennes. Ah, c'est Imart. Non. Ah ben c'est pas Manon Aubry. Non, c'est une tête de liste. Une deuxième. Non. Deuxième. Une deuxième, c'est. Et elle fricote avec le premier, visiblement. Non, il n'est pas premier, mais. Ah oui, c'est. Avec le premier. Oui, enfin, du parti. Du parti, oui, mais pas de la liste. Madame Zemmour. Oui, c'est Nafo. Mais non, c'est pas Nafo. Non, c'est pour Pascal. Il a dit Madame Zemmour. Pascal. 3 points pour Pascal. Donc il est en tête 4-3. Bravo. Ouais, 4-3. Qui c'est qui l'a dit? Bon, celle-là, elle est facile, à 1 point. Aujourd'hui, notre pays est un guichet social pour les migrants du monde entier. Ça va. Pascal. Bonne réponse de Pascal, qui marque un point. Il est fort, Bardella. J'adore notre élève. Je croyais que c'était Fourquet, moi, qui avait dit ça. Jérôme Fourquet dirait un truc pareil. Il a écrit un article exactement suivante. 1 point. Qui c'est qui l'a dit? C'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt, mais ce n'est pas grave, c'est notre costumière du film qui vont leur faire de très beaux costumes et ça ira très bien. C'est pas un politique, Festival de Cannes. Festival de Cannes. Qui fait un film qui cartonne aujourd'hui dont personne ne voulait? Anatomie d'une chute. Non, c'est Artus. Bonne réponse de Philippe Billiger qui marque un point. Grâce à Cécile, j'ai connu ce gars. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Tu peux faire un rappel des points là, parce que j'ai l'impression que Pascal s'envole. Pascal 5 points, Françoise 3 points, Philippe 1 point, Luc Gras porté disparu. Tiens, allez, on va en faire une à 3 points. Luc, y a quelqu'un qui me plaît bien, à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Je préfère quand Manon Aubry milite avec François Ruffin à Amiens pour parler réindustrialisation qu'avec Jean-Luc Mélenchon sur l'Eurovision. Allez-y, les Valois. Olivier Faure. Non. Petite indication. Tête de liste aux européennes. Non. Bellamy. Non. Bonne réponse de Philippe Billiger, Léon Desfontaines, tête de liste PC. Il marque 3 points. Ça se rapproche. Dernière pour que je gagne. Allez, 2 points sur les européennes. Il y aura un choix très simple pour ou contre l'Europe. Pascal, c'est un député. Ancien ministre. Ancien ministre, absolument. Et président de groupe parlementaire, Pascal. Sylvain Maillard. Bonne réponse de Françoise de Gaulle, lui compte. Président du groupe Renaissance. Je ne connais même pas celui-là. À l'Assemblée nationale. Il y a eu 3 points. Tu m'en as mis que 2. C'est 2 points. On avait dit 2 points. On est à combien là? 5 pour vous, 5 pour Philippe, 4 pour Philippe Billiger et toujours 0 pour lui. Attention. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, 2 points? Sur le débat Macron-Le Pen, c'est au président de la République de décider des modalités de son implication. Ah bah oui. Attal. Non. Prisca Thévenot. Non. Peur parole Clément Bonne. Non. C'est pas Marine Le Pen. Non. De liste. Marine Le Pen. Non. Tête de liste. Bonne réponse, Valérie Hayé. 2 points. Bah oui, je l'oubliais.
Ça, c'est pas très chrétien. Non. Allez, 3 derniers points, les amis, et on part en pub. Qui c'est qui l'a dit? Un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce n'est pas un duel, mais un duo. Pascal, c'est un chef. Qui ça? Olivier Faure? Non. C'est un chef de parti. C'est Manuel Bompard? Non. Eh bien, c'est Mathilde Panot. Zemmour, ça? Non. C'est Mathilde Panot? Non. C'est un petit parti. Fabien Roussel? C'est Asselineau? Non, c'est Philippot. Bonne réponse, Florian Philippot. Il cachait son jeu. On n'a jamais vu ça. 5 points pour Luc, 5 points pour François, 5 points pour Pascal et 4 points seulement pour Philippe Bilger. Il y a 3 nuls en haut. Bravo Pascal. 3 matchs nuls, je veux dire, pas 3 nuls. Vous êtes sûr, là? Bah oui, les comptes. Oui. Allez les amis, on est très en retard, on fera le titre. Chers amis, côté météo, Philippe David, dans les vraies voies, ça va. Oui. Il n'a pas plu, le soleil est toujours au beau fixe. Non, pas franchement. Quand même on regarde le ciel, c'est pas terrible pour un 14 mai. Hein. Non, je parle des vraies voies. Ah non, mais là c'est fabuleux, là c'est la canicule. Est-ce que je parle français ou non? Non, je sais pas. Oui, non, mais il y a un décalage peut-être. Je suis ébloui par le regard superbement intelligent de Philippe Bilger. Ouais. Et c'est pour ça que ça me perturbe énormément. Non mais c'est vraiment l'émission de la neige, de la flamme, de la fourberie, c'est incroyable. Il va essayer de capter Philippe Bilger en essayant de le caresser dans le sens du poil. Ma chère Cécile, j'aime bien qu'on me séduise tout de même, contente de le faire. Je rappelle quand même que l'opération est en cours depuis des années. Vous l'appelez mon dodu, mon reflet. Je sais que je ne fais pas le poids auprès de Sophie, ce qui est normal. Il manquerait plus que ça. Non mais enfin, mais vous êtes un peu bizarre. Non mais tout à l'heure, il avait manifesté une appétence que Cécile avait notée. On avait pensé qu'il découvrait une forme de modernité sexuelle. Oui, il découvrait son hétérosexualité, en fait, c'est ça. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on n'a plus de vie privée. Non, mais c'est vraiment, on nage dans le délire. Qu'est-ce que vous avez, Philippe? Les amis, je raconte. Je raconte, voilà, dans un instant, avec Félix Mathieu qui vient de nous rejoindre. Vous avez la parole, vous nous emmenez où, Félix? En Moselle, avec de nouveaux élèves à 4 pattes, figurez-vous. Dans une école, il manquait 4 élèves pour sauver une classe. Alors, oui, les élus, les parents d'élèves ont ramené 4 moutons dans la cour pour atteindre les 98 élèves. J'adore l'idée. Allez, on en parle dans un instant. Il y a des comportements qui donnent envie de vomir, comme ce qui s'est passé la nuit dernière où le mur des Justes, situé au mémorial de la Shoah, a été vandalisé avec des mains peintes en rouge sang. La profanation d'un lieu de mémoire mettant à l'honneur celles et ceux qui, par leur bravoure, en aidant les Juifs persécutés, ont sauvé des vies d'innocents, des résistants, des vrais, pas de ceux qui se prennent pour Jean Moulin parce qu'ils répondent à une interview où ils montrent leur bonne conscience à la terrasse du Café de Flore ou en défilant avec un kéfier palestinien autour du cou, 300 mètres plus loin à Sciences Po. Des résistants, des vrais, qui ont lutté contre un génocide et qui ont sauvé l'honneur de la France, honneur souillé par le gouvernement de trahison de Vichy. Un génocide, un vrai, mot que certains osent utiliser aujourd'hui en ne sachant même pas de quoi ils parlent. La semaine dernière, on commémorait la capitulation de l'Allemagne nazie, organisatrice de la Shoah. Qui oserait dire qu'en bombardant Dresde, Hambourg ou lors de la bataille de Berlin, on a commis un génocide des civils allemands, excepté quelques débiles néo-nazis? Personne. À force d'utiliser des mots à tort et à travers, on en arrive à profaner le mur des Justes au mémorial de la Shoah. Une profanation qui a eu lieu en une date symbolique, le 14 mai, puisque le 14 mai 1941 avait lieu la première rafle commise en France, appelée rafle du billet vert. On attend avec impatience l'arrestation des coupables qui diront probablement pour se défendre qu'ils ont voulu dénoncer un génocide en se prenant pour des héros. Philippe Bilger. C'est très beau, Philippe, et votre exaltation est tout à fait légitime, et ça me choque d'autant plus, vous l'avez d'ailleurs dit, que ça concerne des héros indiscutables. On en fabrique certains, là c'est des héros absolus, et donc c'est d'autant plus putride. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre coup de gueule et votre chronique, et d'autant, moi, ce qui me heurte, c'est les mains rouges, vous savez. Oui. Ils savent parfaitement, c'est pas la peine de nous expliquer qu'ils ne sont pas au courant. Les mains rouges, c'est les mains brandies par l'un des Palestiniens qui a tué de ses mains deux soldats israéliens en l'an 2000 dans
dans un commissariat, dans une forme de commissariat. Il est sorti à la terrasse devant la foule, ivre, les mains maculées de sang, si vous voulez, de ce soldat israélien tué à la main, éventré à la main. D'accord? Donc les gens qui nous expliquent qu'ils ne savaient pas ce que signifient les mains rouges, j'entendais encore Manuel Bompard nous dire oui, mais c'est utilisé en thérapie, ça n'est pas vrai. Vous imaginez la puissance de haine qu'il faut pour aller mettre des mains rouges avec ce symbole qu'on connaît sur le mur des justes. C'est de la folie. Et moi, j'en veux ad vitam aeternam à la France insoumise d'être tombée dans cette logique depuis le 7 octobre. Ça ne s'arrête plus et ça crée de la haine. Et c'est insupportable qu'on soit de droite et a fortiori quand comme moi on est de gauche. Luc Gras. Moi, j'ai pas un mot à ajouter à ce plaidoyer tout à fait juste sur les maux de notre société. On perd complètement le sens des valeurs. Très longtemps, il y a un pape qui avait écrit là-dessus sur le danger du relativisme. C'était Jean-Paul II? Non, c'était Jean-Paul après Jean-Paul II. Après Jean-Paul II, Benoît XVI. C'était Ratzinger. Voilà. Et c'est important de mettre les bons mots sur les choses, sinon on se perd très rapidement. C'est vrai que je ne comprends pas comment on peut dénoncer ce qui se passe à Gaza justement en s'attaquant à des symboles aussi forts que ça. Pourquoi pas manifester contre ce qui se passe à Gaza, mais respectons l'histoire, respectons des choses qui sont d'une dimension incroyablement respectable. Allez, vous avez la parole, direction la Moselle avec vous, Félix Mathieu. La Moselle, où 4 moutons ont été inscrits à l'école pour protester contre une fermeture de classe. Les élus, les parents d'élèves entendent dénoncer une décision qu'ils jugent absurde concernant cette école, ce regroupement pédagogique intercommunal Knitting-Voyères-Hermelange. Il y a quelques années, pour la petite histoire, une 5e classe avait été ouverte quand l'école avait atteint les 90 élèves. Aujourd'hui, il y en a 4 de plus, 94 élèves, sauf que le rectorat fait savoir que le seuil pour maintenir cette 5e classe ouverte était finalement de 98. Et voilà, il en manque 4 élèves pour sauver cette classe. Alors oui, qu'à cela ne tienne, élus et parents ont fait venir 4 moutons dans la cour. Ils ont fait les choses en bonne et due forme. Ils les ont même inscrits sous les noms de John Dare, Valériane Deschamps, Phil Tondu et Marguerite Dupré. Alors nous sommes avec le maire pour en parler. Génial. Bonsoir Bertrand Janson. Bonsoir. Maire de Voyères en Moselle. C'est votre vrai nom, rassurez-nous, monsieur le maire. Oui, c'est le vrai nom, c'est vrai. Bon là, ça n'a pas suffi malheureusement pour le moment à sauver la 5e classe, hein, ce pied de nez. Non, on aura de toute façon l'information de l'inspection académique normalement fin du mois de juin pour savoir s'il y a les 98 inscrits ou non, quoi. Parce qu'au-delà de la blague, évidemment, vous dénoncez quelque chose de sérieux. Oui, donc on a répondu tout à fait par l'absurdité, par l'humour en fait. Monsieur le maire, la Moselle est un département cher à mon cœur. Il a énormément de qualités. Je ne lui connaissais pas un tel goût pour le sarcasme et l'esprit. C'est formidable. Je rajoute une vertu. Ah bah c'est très bien. Celui que vous avez appelé John Deere, c'est qui devait être le tracteur des élèves, c'est ça? Tout à fait, oui. Non mais c'est vrai que vous avez raison de répondre par l'absurdie, monsieur le maire. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce que vous avez une chance quand même que l'inspection académique revienne sur cette décision? On n'a aucune idée pour le moment. On est en train de voir si effectivement on arrive à avoir les 98 inscrits d'ici la fin juin. Et quand bien même, on verra après ce qu'il en est exactement, quoi. Non, mais il est pas possible de sortir de ce couperet. C'est-à-dire que si vous en avez 97, finalement, ça passerait ou pas? Eh ben, on espère que ça passera avec 94 même. Oui. Mais on n'a aucune garantie en fait. Mais que vous dit l'inspection académique? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils peuvent pas répondre que sur des chiffres et des tableaux Excel. Pour l'instant, il n'y a que ça, hein, c'est 98 inscrits. Et encore, on a peu eu l'information au départ. Hein. C'est grâce à l'intervention des parlementaires qu'on avait sollicité au moment de l'annonce. Petite question, monsieur le maire, si toutefois vous deviez fermer une classe, ça veut dire qu'il va falloir choisir parmi des élèves. Et comment vous allez faire? En fait, c'est un poste le poste a déjà été supprimé. Après, nous, en tant que maire, à choisir dans quelle classe sera concernée par la fermeture. Dans quelle école, en fait, sera concernée la fermeture. C'est fou, ça. On est un regroupement pédagogique avec les 3 communes. Et chaque commune a une école avec donc Voyères et Nitin ont 2 classes. Et l'école d'Hermelange a 1 classe.
Luc Gras. Au passage, déjà, saluer tous les élus locaux, parce que faut que les auditeurs le sachent. Il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés, qui se donnent, et non, tous les politiques ne sont pas pourris, c'est très important. Deuxième point, l'humour comme méthode de communication est absolument essentiel. Et moi, je rêve d'un pays dans lequel Gabriel Attal ou un autre dirigeant disent c'est tellement bon comme communication que oui, on va faire un cas d'espèce, même si ça ne peut pas être généralisé. Merci beaucoup, monsieur le maire Bertrand. Si vous le permettez, si vous le permettez, je remercie aussi tous les parlementaires, donc les différents et le député de la circonscription qui sont intervenus, et surtout les parents d'élèves qui se sont mobilisés et qui continuent en fait les actions et qui sont pleins d'idées en fait. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ce sujet qui forcément nous touche. Merci beaucoup Bertrand Janson, maire de Voyer en Moselle. On reste ensemble dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Sublime Fanny Ardant. Avec vous, Françoise de Gaulle. La Nouvelle-Calédonie, État insurrectionnel. Et Luc Gras. La parentalité, une vertu. On en parle dans un instant, soyez le bienvenu. Merci de votre fidélité, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Raté le début, vous savez que vous pouvez nous retrouver, en tout cas le meilleur des meilleurs de meilleurs de meilleurs. Mais de toute façon, il n'y a que du meilleur dans cette émission, tout ça. J'aime bien me bonjour, bienvenue. Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous méritez d'y être. Enfin, il faut être clair. Pour une fois, vous dites du bien de quelqu'un. J'ai toujours dit du bien de mes deux animateurs préférés. C'est vrai. Sauf quand l'un des deux n'est pas là. Et vous pouvez nous retrouver bien entendu un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. D'ailleurs, on va vous poster une vidéo, comme ça vous verrez un petit peu les coulisses de cette émission. Déjà sur le compte de Philippe David. Allez-y, abonnez-vous parce qu'il y a deux personnes qui le suivent. Ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Ça va, je déconne. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, c'est non pas un réquisitoire, mais une déclaration d'amour au talent de Fanny Ardant. Absolument, j'ai toujours aimé et même admiré Fanny Ardant, aussi bien dans son rôle de comédienne, au cinéma ou au théâtre, que dans ses activités, j'allais dire presque de citoyenne. Je ne l'ai jamais entendu dire une bêtise. Elle est singulière, atypique, sans chercher à l'être. Et j'ai eu le bonheur d'aller l'écouter dimanche dernier à 15h dans un monologue d'1h30 qu'elle a récité, évidemment, de manière éblouissante. Elle a 74 ans, tout de même. Un texte sublime, de Laurence Plasnet. En gros, et je vais très vite, ma chère Cécile, même si le sujet intéresse fortement notre ami Philippe David, c'est l'arbitrage entre la passion, l'amour de Dieu et la folle passion amoureuse. Et évidemment, elle développe magnifiquement le fait que il faut toujours préférer la réalité d'une passion amoureuse à l'incandescence abstraite d'un Dieu dont on n'est pas sûr qu'il existe. C'est splendide. Oui, vous savez que sa seule référence en la matière, c'est les oiseaux se cachent pour mourir à Philippe David. Donc c'est sûr que moi, c'est les feux de l'amour. On n'a jamais dépassé ça. Mais bien sûr sur le tiraillement entre la religiosité et l'amour, c'est les oiseaux se cachent pour. Mais ceci dit, oui, elle est sublime, Fanny Ardant. Je ne sais pas d'où sort cette voix. Moi, je pense que c'est avant toute chose, c'est la voix, cette façon de parler, ce phrasé. Et parfaitement clair. Elle est extraordinaire. C'est vrai qu'elle est iconique, en fait. Voilà. Allez le voir si vous pouvez. Non, mais on reconnaît c'est bien un araignée. Oui. Philippe Bilger qui a des difficultés avec la notion de spiritualité, d'un Dieu qui finalement serait pas très sympa. Vous me rassurez, pas avec l'amour, ça va. C'est moi voilà, Dieu. Bon, c'est un bel humanisme. Non, mais il y a des gens comme ça qui sont singuliers et à la fois qui touchent tout le monde tout en étant singuliers. Il y a une femme, pour moi, ça va être sublime Cam cette année parce que dans ce registre de singularité et de surpuissance, c'est Meryl Streep. Voilà. Et alors vraiment là, je pense que c'est incroyable d'avoir tout de suite, c'est unanime, t'es autour du plateau. Je dis une femme extraordinaire, Meryl Streep. Voilà, il y a quelque chose chez cette. Non mais parce qu'elle sait tout faire. Ouais. De la drôlerie, du drame, et puis sa personnalité, je trouve, qui ressemble beaucoup à Fanny Ardant. Elle est quand même tout en retenue, Meryl Streep. Elle est quand même, elle parle pas pour ne rien dire. Et de beauté atypique. Oui, en plus, je suis d'accord. Non, franchement.
Et atypique, mais quand on voit Meryl Streep dans son bain, dans Out of Africa, les cheveux en arrière, elle est tombée par terre. Oui, non, mais elle est splendide humainement. Enfin bon, voilà, y a plus rien à dire. Ne soyez pas jaloux, Philippe, j'ai dit du bien d'une actrice. Mais j'aime beaucoup Meryl Streep. Ah bon, tant mieux. Non, parce que Philippe, il a une vidéo de lui dans son bain en train de se ça intéresse quelqu'un. J'ai eu l'impression que je le touchais, j'ai pas voulu le toucher, mais quelle magie vous êtes bizarre. Oui, d'accord, humainement. Ce trip de Philippe Bilger, elle le mérite. Oui. Oh, pas mal, joli. Lucas, puisque vous avez la parole sur la parentalité. La transition va être difficile. Oui, c'est pas facile. Oui, je voulais aujourd'hui parler de la parentalité qui est en réalité une pierre importante de l'édifice républicain. En effet, tout ce qui est essentiel dans notre société est souvent minoré. Les métiers de service aux personnes, la solidarité, l'optimisme et cette grande aventure qui est finalement la parentalité. Elle est malmenée, oubliée, dévaluée. On ne compte pas ses victimes. Les femmes seules, les pères écartés lors des séparations, les parents accusés de tous les maux dans notre société, dans leurs missions essentielles. Or, la parentalité est la base de notre société. Elle est le lieu de l'éducation. Ce n'est pas à l'éducation nationale d'éduquer, mais d'instruire. C'est aux parents d'éduquer. Elle est le lieu où l'on apprend le respect par la mise en place de limites sans lesquelles l'enfant ne peut se construire. Elle est cette espérance d'une vie commune, de l'altérité, l'adoption finalement de nos valeurs républicaines. Oui, les parents, séparés ou pas, ont une mission, élever leurs enfants dans tous les termes. Les éduquer, les protéger des tablettes et réseaux sociaux, voire le récent rapport qui a été remis au président de la République, les faire grandir en humanité. Pour, s'il le faut, créons des écoles de la parentalité pour ceux qui n'y arrivent pas. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est que ils sont là, ces parents, dans un rôle absolument essentiel pour faire de nos enfants non pas de simples consommateurs compulsifs, mais à leur tour des citoyens qui transmettront le flambeau. Luc, sérieusement, sans ironie, je vous ai déjà entendu sur d'autres thèmes. J'ai l'impression que pour vous, c'est véritablement le socle fondamental d'une société, la parentalité. La famille au sens noble du terme, c'est-à-dire le lieu où on expérimente et où surtout on apprend les limites. Combien de mots MAUX de notre société n'existeraient pas si les parents arrivaient à remplir ce rôle? Oui, il y a eu beaucoup de débats tous ces derniers temps sur la violence, etc., etc. Et je pense qu'on passe trop à côté de ce rôle obscur mais essentiel qu'est celui de parents. Je rebondis sur ce que vous disiez, mission. C'est mission ou devoir? C'est une mission, parce que mission, il y a quelque chose de transcendantal qui est encore plus beau. Il faut, allez-y sur les parentalités et les familles. J'imagine que votre couple et votre schéma de famille et de parentalité comprend bien dans quelle société nous vivons. C'est pas une parentalité forcément hétérosexuelle, et c'est pas forcément une famille, papa, maman, dans les canons habituels. On est d'accord. Bien sûr, on est d'accord. La parentalité au sens de la cellule familiale. Après, oui, parce qu'après on peut faire la famille qu'on se choisit. On peut aussi, il y a des tas de gens qui vivent dans des familles totalement dysfonctionnelles, où voient leur mère battue, où eux-mêmes sont violentés, etc. Qu'est-ce que vous en faites de ces individus qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit? Moi, je crois plutôt dans la capacité d'un être humain véritablement à se déployer, à se développer, parfois hors du milieu familial qui est totalement toxique. Donc ça tient pas trop votre raisonnement. Je trouve que dans l'absolu, il ne tient pas parce que vous avez de plus en plus d'êtres humains qui sont même obligés de quitter cette parentalité pour se sauver, tout simplement. Non, mais ce que je dis, c'est ce qu'on peut espérer. Maintenant, quand il y a des cas particuliers, on peut avoir des parents le cas symboliques, particulier n'entraîne pas le cas général. Et bien sûr que dans une famille toxique, évidemment, il faut fuir et rapidement. Mais c'est important quand on peut avoir des parents symboliques. On peut aussi avoir des mères symboliques, des pères symboliques. Vous êtes d'accord? Mais François, il faut simplement se garder d'une chose, c'est au nom de ces cas d'espèce, évidemment, des familles toxiques qui sont heureusement pas la majorité. La loi est faite pour la généralité et on n'exclut pas évidemment les cas où on a besoin de fuir. Françoise, peut-être que ce que vous dites sur ces parents-là, ils n'ont peut-être eux pas eu la chance d'être éduqués, peut-être. Bien sûr, c'est la chaîne. C'est la base. C'est la chaîne du malheur. On remet la chaîne du malheur, exactement. Dans un instant, un sujet très important avec Françoise de Gois. Françoise. La Nouvelle-Calédonie. On en parle dans un instant. Situation d'insurrection. Bougez pas, on arrive.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David? Oh, ça va très bien, ils sont en pleine forme nos vraies voix. Enfin, elles sont en pleine forme nos vraies voix ce soir. On est à fond en fait, on a des grandes discussions philosophiques, on c'est aime super bien, agréable. on aime bien, c'est une ambiance sympa. Non mais je voulais poursuivre l'éloge des vraies voix, mais il faut pas non plus tomber dans le corporatisme médiatique qui admire forcément les émissions. On se trouve, il y en a où j'aime pas être, hein, franchement. Ouais. Celle-là, je l'adore. C'est où par exemple Sud Radio, parlons vrai. Vous avez demandé la police, n'inquiétez pas. Sur un sujet important, le tour de table de l'actu de Françoise de Gois, l'actualité qui nous rattrape encore. Oui, qui nous rattrape en Nouvelle-Calédonie. C'est effrayant ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. En réalité, ça paraît tellement loin, à l'autre bout du monde, évidemment, que ça nous paraît... si proche de nous. Et en fait, si proche de nous, parce que français, parce que c'est notre histoire, parce que ça nous rappelle, voilà, le Monde cet après-midi titre ce que je crois être vrai, le fantôme de 84 est en train de revenir, avec, vous vous souvenez, la grotte Ouvéa, etc., qui avait produit après les accords. On a assisté 88, hein. 88. Après, oui, bien sûr, mais à partir de 84, les affrontements commencent. On a vu des trucs hier, scènes de guerre, des gens qui sont sortis de leur maison. J'écoutais Sonia Backes, qui n'est pas du tout de mon bord politique, qui racontait comment son père de 79 ans a été sorti de sa maison, il a été caillassé et la maison a été brûlée. Elle disait, on a perdu toute notre histoire. Donc il y a quelque chose d'irrédentiste absolument terrible qui est en train de se nouer. Vous avez la majorité des émeutiers entre 15 et 35 ans, ils appartiennent tous à des groupes de combat entre guillemets indépendantistes, ils tirent avec des fusils de chasse, à l'arme de chasse sur les gendarmes, sur les forces de l'ordre, ils caillassent, ils font des barrages filtrants, la population est complètement terrorisée. Et moi, je regrette à chaque fois, je vais faire quelque chose d'un peu global en une minute, une seconde même, je regrette tout le temps que nous soyons pas capables, si vous voulez, d'avoir un discours puissant, cohérent, une vision pour nos outre-mer. Vous comprenez bien que grâce aux outre-mer, la France brille sur 5 continents. Mais nous ne nous occupons, à part les subventions qu'on délivre, de nos outre-mer fondamentalement que quand Elie Domota se révolte en Guadeloupe en 2009, quand à Mayotte il y a des scènes de guerre, et maintenant à Nouméa. Alors, on secoue, tout le monde est sur le pont sur Nouméa. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin véritablement de ressortir à ce moment-là de l'histoire ce projet d'élargissement du corps électoral? Bien sûr qu'il faut élargir le corps électoral, mais est-ce qu'on a pris toutes les précautions? J'en doute terriblement, de discussion en amont pour véritablement proposer ce projet de loi. Je vous rappelle, élargir le corps électoral, les Kanaks considèrent que de toute façon ça leur donne un désavantage par rapport aux populations blanches. Voilà. On peut trouver que les Kanaks ont tort et comme le dit Gérald Darmanin, il était fondamental de faire cette réforme qu'il qualifie de démocratique. Mais là où je vous rejoins, François, c'est que rien ne pressait. On pouvait attendre le fait que peut-être ils n'étaient pas loin de s'accorder eux-mêmes, peut-être avant, et on pouvait éventuellement faire après la loi. Si bien sûr, je voulais juste rajouter que en plus de ça, il y a un tour de cochon qui a été fait aux indépendantistes. Alors c'est vrai qu'il y a eu 3 référendums et que pas à 3 reprises d'autodétermination, la Nouvelle-Calédonie a répondu non. Nous voulons rester français. Mais le 3e, il a quand même été ils sont abstenus, ils sont pas venus mais pour le 3e. Il a été tronqué parce qu'il devait avoir lieu en 2022, il a été avancé en 2021 en pleine pandémie, personne n'a pu véritablement faire campagne. On peut pas se comporter comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est même une manière de penser, en fait, globalement, gauche et droite confondues, parce que je mets également ma famille politique là, dans la largeur, dans toute cette histoire. Nous devons changer de regard sur les Outre-mer. Arrêter avec cette pensée, même à 1 millimètre, qui reste quand même assez coloniale. Je suis d'accord qu'il faut changer le regard, ça c'est vrai, mais comme dans tous les sujets, il faut avoir un sujet profond sur les Outre-mer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par contre, sur le... Ça n'a jamais été le cas. Vous êtes d'accord, Luc, que vous êtes politologue? Moi, je dirais que, enfin, faut remonter très loin, mais autant gaulien un petit peu, on y pensait quand même. Oui, un peu plus. Il a fallu quand même on se souvient pas, on se souvient quand même, excusez-moi, que Aimé Césaire a bataillé, a été considéré comme un ennemi de la République en Martinique avant de devenir ce héros qu'il est pour nous tous. Alors, ce qui me semble important de dire, c'est que là, le grave danger, c'est qu'il n'y a pas de leader
dans aucun camp. Et alors que dans les années 80, il y avait la fleur Djibaou qui canalisait leurs troupes. Et la démocratie, c'est aussi l'expression de minorités ou de majorités qui sont incarnées. Or là, les jeunes viennent plutôt des banlieues de Nouméa, etc. Il y a des rivalités entre indépendantistes, etc. Et donc le risque, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et la dernière chose, c'est que ce qui se passe là-bas pourrait très bien se passer dans d'autres endroits. Et c'est là où il y a quelque chose d'inquiétant. Allez, merci beaucoup Françoise de Gois. Dans un instant, on va revenir sur cette information dans le coup de projecteur des Vrais-Voix. 2 agents pénitentiaires sont décédés dans l'attaque d'un fourgon dans l'Eure ce matin au niveau du péage d'Incarville, Philippe. Oui, et sommes-nous désarmés face aux narcotrafiquants puisque c'est un gros bonnet de la drogue pour qui a été commis cette attaque? Faut-il imposer des opérations place nette sur tout le territoire? Les truands ont-ils un sentiment d'impunité pour se permettre de telles attaques? Et à cette question, Incarville, faut-il doter les personnels pénitentiaires d'armes lourdes, c'est-à-dire de fusils d'assaut? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour nous en parler, Wilfried Fonck est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Merci beaucoup d'être avec nous. Petite question et bienvenue. Petite question avant de partir en pub. Y aura-t-il un avant et un après Incarville pour les personnels pénitentiaires? Il y aura forcément un après, parce que de toute façon, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, le drame que l'on vit est lié au manque de courage, au manque de volonté politique des divers gouvernements et des divers ministres de la justice qui se sont succédés depuis des décennies. Et on ne donne pas à la prison les moyens nécessaires pour pouvoir fonctionner et au personnel d'accomplir leur mission en toute sécurité. On en parle dans un instant. Restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise de Gois et Luc Gras est avec nous, bien sûr. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec une attaque à l'arme lourde qui tue 2 agents de l'administration pénitentiaire. C'était ce matin au péage d'Incarville, dans l'Eure. Les assaillants ont tiré sur un fourgon lors d'un transfèrement pour permettre à un détenu de s'évader. 3 autres hommes grièvement blessés, dont l'un entre la vie et la mort. Les criminels sont toujours en fuite, Philippe. Alors parlons vrai. Sommes-nous désarmés face aux narcotrafiquants? Faut-il imposer des opérations place nette sur tout le territoire? Est-ce que quand on voit les images de cette attaque qui tournent sur les réseaux sociaux, les truands ont un sentiment d'impunité? Et à cette question, faut-il doter les personnels pénitentiaires d'armes lourdes, c'est-à-dire de fusils d'assaut? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous avons en ligne avec nous Wilfried Fonck qui est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette situation inédite encore. Oui, alors pourquoi pas des armes lourdes, je réponds, mais je ne crois pas que ce soit fondamentalement l'interrogation essentielle. Et ce qu'a dit tout à l'heure notre ami me semble très pertinent. Il y a depuis des années un phénomène de délitement, d'abandon de l'univers pénitentiaire pour aller vite, et tout à coup, parce qu'il y a un paroxysme criminel avec 2 morts, eh bien on découvre à quel point cet abandon est grave sur le plan de l'insécurité, sur le plan de l'humanité. C'est le premier point. Le second point, pour aller vite, il est, me semble-t-il, sans présomption capitale. Il a été rappelé à Marseille il y a quelques semaines, le rapport sénatorial sur le narcotrafic l'indique, qui vient de sortir aujourd'hui. De plus en plus, il y a des phénomènes de corruption, de malhonnêteté qui gangrènent l'ensemble de nos instances et donc qui rendent extrêmement difficile la lutte contre des gens qui n'ont pour ambition que, comme ce trafiquant de drogue, d'échapper à la justice et de commettre le pire. Donc, ces 2 phénomènes extrêmement importants contre lesquels il faudra que
on accepte de remettre en cause un certain nombre de données classiques par rapport à l'état de droit. Est-ce qu'il faut... Non, j'arrête là parce que sinon j'étais parti sur... Françoise de Gouin. D'abord, il y a la peine, hein, parce que d'abord, voilà, c'est tragique de mourir ainsi, ça fait mal. Je rejoins Philippe sur la paupérisation de la pénitentiaire. Déjà, c'est un métier qui est assez difficile. C'est très difficile d'être au contact des détenus en essayant de rester juste, parce que moi je veux bien qu'on soit bercé par les films américains avec les gardiens de prison qui sont plus ou moins sadiques, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et la réalité, c'est qu'il y a des relations avec des détenus, parfois dangereux, parfois moins. Et c'est un travail qui demande aussi beaucoup de psychologie, et c'est un travail qui est sous-payé. Moi, vous savez, la gauchiste que je suis, mais j'ai toujours dit il faut augmenter les policiers et les gardiens de prison. C'est pas possible de faire ce métier. Là, il y en a 2 qui se sont fait trouer la peau. Et j'ai une question à poser à notre... Je rejoins tout ce qu'a dit Philippe sur Place Net et le rapport sénatorial, qui est pas génial d'ailleurs pour le gouvernement. Et 2 questions. Il y a des informations qui sortent de gens bien. Jacques Cardos, c'est un bon journaliste. Il explique qu'a priori, la BMW qui a servi à fuir a été retrouvée brûlée. Voilà. Mais la deuxième chose, c'est que il semblerait que le Mohamed Amar ou Amra aurait bénéficié d'une ou de plusieurs complicités de la part de gardiens de la paix, notamment sur le parcours du véhicule. Est-ce que vous avez vent de ça? On va en parler dans un instant. Luc Gras, peut-être un petit mot aussi. Depuis toujours, on connaît la situation de ces services publics, et comme la pénitentiaire qui est toujours très mal abondée au niveau du budget de l'État. Hein, et c'est toujours la question derrière, quelle société voulons-nous? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir effectivement des matons entre guillemets qui ont des moyens de vivre, de se sécuriser, de s'auto-sécuriser, etc. Alors évidemment que oui, il faut les armer au maximum. Il n'y a même pas de question là-dessus. Il faut qu'ils puissent s'armer. Mais le problème, c'est que le budget, quand il augmente, il est surtout fait sur la remise à niveau des bâtiments, voire la création de nouveaux bâtiments, un peu sur la sécurité, mais autrement le budget stagne. Wilfried Fong, vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Quand on voit les véhicules marqués administration pénitentiaire, moi il y a 2 choses qui me marquent quand on les voit, qui nous doublent dans les bouchons. C'est que premièrement, ils sont absolument pas blindés a priori, et deuxièmement, ceux qui conduisent ou qui sont dedans, qu'on voit aux commandes, n'ont pas de gilet pare-balles. Est-ce que vous confirmez ça? Alors, une toute première chose avant, parce que je viens d'entendre un mot qui aujourd'hui me fait bondir plus que d'habitude, c'est le mot maton. Je pense que vu les circonstances, on pourrait faire l'économie d'employer un terme qui n'est pas du tout adapté, et qui pour moi est particulièrement péjoratif, et qui aujourd'hui va plus blesser les personnels que nous sommes qu'autre chose. Ça, c'est une première chose. Il l'entend, il a dit, il est d'accord avec vous. Oui, non, voilà, je voulais remettre un peu l'église au milieu du village. Parce qu'on n'exerce pas effectivement un métier facile, vous l'avez dit, un métier que personne voilà, on n'est pas nombreux à vouloir exercer et qu'on n'exerce pas non plus par vocation, mais il n'empêche que on a quand même une place plus qu'importante au sein de la société et en tant que régulateur social, et qu'à un moment donné, il va falloir entendre que la prison, elle appartient pas qu'aux pénitentiaires, mais elle appartient à chacun d'entre nous en tant que citoyens que nous sommes, et qu'effectivement, il y a un moment donné où dès lors qu'on rend la justice pénale en France au nom du peuple français, je pense que le peuple français, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose des bonnes questions sur ces prisons. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, non, les véhicules ne sont pas blindés, ce sont des véhicules qui sont adaptés en fait aux missions qui sont les nôtres. Et ensuite, le gilet pare-balles, oui, le gilet pare-balles est obligatoire et il est porté. Malheureusement, quand vous avez en face de vous des gens qui sont équipés de fusils d'assaut et d'armes de guerre, votre gilet pare-balles, il fait pas long feu en fait. Non. Ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que vous permettez, on va au standard, Françoise, parce qu'on a peu de temps, 0826 300 300, et Monta est avec nous, qui nous appelle de Marseille. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct. On vous écoute. Monta, vous êtes avec nous? Allô? Est-ce qu'il nous entend? Allô, bon, on le rappelle. Oui, Françoise de Gouin. J'ai l'impression qu'il est là. Il est là. Oui, je vous entends, oui. Allez-y, on vous écoute. J'ai un problème de micro, donc la question, s'il faut doter les agents pénitentiaires d'armes lourdes, écoutez, moi je suis 100% favorable.
étant donné quand on a des personnes en face avec des armes qui perforent carrément les gilets pare-balles, donc on n'a aucune chance, il n'y a aucune chance avec du 9 mm de rivaliser ou quoi que ce soit. Mais vous, c'était votre métier, Monta, c'était votre métier? Oui, alors moi je suis ancien policier, donc j'ai fait 6 ans de police secours à Marseille. Et pour être les peu de fois où il y a eu des appels à nos services pour intervenir quand il y a eu des règlements de compte ou quoi que ce soit, nous c'était simple, on était chaud bouillon pour y aller et la hiérarchie nous arrêtait de suite. Bon, vos gilets sont pas faits pour ça, vous avez pas les armes lourdes et patati. Donc c'était plus un frein qu'autre chose. Bon, après il fallait attendre les services spécialisés comme certaines BAC ou les CSI, tout ça pour intervenir, alors qu'on était à côté, quoi. Donc bon, après c'est vrai qu'il y a l'histoire du budget de l'État pour que chaque commissariat puisse posséder des armes lourdes pour tous les effectifs, toutes les TV. Mais bon, encore une fois, on parle du budget, mais c'est catastrophique. Restez avec nous, Monta. François Joubert. J'ai une question pour notre ami syndicaliste, vraiment, Wilfried. Sur ce trajet, parce qu'on se pose tous plein de questions, sur ce trajet, comment est-ce que les amis de ce malfaiteur ont pu avoir le parcours? Et sur ce trajet, est-ce que ce trajet, il n'aurait pas dû être un peu plus sécurisé? Je sais très bien que c'est très facile de refaire l'histoire après, donc ne comptez pas sur moi, je ne refais pas l'histoire. Je pose vraiment les questions que tout le monde se pose. Comment ils ont pu avoir vent du trajet et pourquoi vos 3 ou 4 copains et collègues étaient aussi nus et crus comme ça dans la nature et donc vraiment des cibles faciles pour ces abrutis? Pourquoi aussi nus, on va dire, dans l'exercice de leur mission? Simplement les moyens matériels qui sont alloués par l'administration pénitentiaire au personnel qui exerce ces missions-là. C'est lamentable. Donc, à partir du moment où on est équipé comme ça, on y va comme ça. Bien sûr. Mais pourquoi vous n'aviez pas d'escorte? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'escorte? Parce qu'il n'était pas dangereux? Pas d'escorte parce qu'aujourd'hui, l'individu en question était escorte niveau 3 et donc derrière, ça veut dire pas de renfort de force de l'ordre. Pour autant, quand bien même on peut solliciter les forces de l'ordre pour un trait de main forte, comme on appelle ça dans le langage professionnel, il n'empêche que les policiers comme les gendarmes sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi en sous-effectif chronique. Donc sur ce genre de mission, quand on arrive à avoir un renfort de police, on peut s'estimer heureux, mais quoi qu'il en soit, il faut que l'extraction se fasse, donc parce qu'il y a entre guillemets une sorte de pression ministérielle pour que les extractions judiciaires puissent être réalisées, que les détenus puissent être présentés soit devant le tribunal quand ils doivent être jugés, ou soit devant le magistrat instructeur pour faire avancer le dossier. Et donc parfois il y a cette tentation de dire bon, on va peut-être revoir un peu à la baisse le niveau d'escorte pour que les choses se fassent. Alors ça, c'est de manière globale. Je dis pas qu'aujourd'hui ça a été le cas, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir mettre en cause qui que ce soit. Petite question. Aujourd'hui, la question que je me la pose, elle est la même que vous, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui le convoi était attendu à cet endroit-là? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. J'espère que l'enquête judiciaire et l'enquête administrative aussi qu'il va y avoir permettra d'y répondre, parce que aujourd'hui cette question se pose, voilà, légitimement. Alors il y en a plein d'autres qui se posent, et c'est vrai qu'on est encore là sur dans l'instant de l'émotion, donc aller parler de toutes ces choses-là, c'est un peu maladroit, mais c'est vrai que cette question-là se pose entre autres. Wilfried, est-ce qu'il est possible d'avoir pu mettre un tracker sur la voiture, comme fait parfois la police sur celle des délinquants? Alors les bases, malheureusement, les bases des pôles régionaux d'extraction judiciaire ne sont pas toutes forcément sécurisées à un haut niveau, puisqu'on a déjà eu des incendies de véhicules qui ont été commis. Donc pourquoi pas, ça peut être une option. Voilà. Aujourd'hui, on va attendre, nous en tout cas, pour se prononcer là-dessus, on va attendre les résultats de l'enquête, parce que c'est ça qui va déterminer aussi une partie des circonstances de ce du drame qui s'est passé ce matin. Et ensuite, il faudra prendre derrière, c'est les décisions qui s'imposent, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des escortes, oui, il va falloir revoir l'ensemble du dispositif. Il va sûrement falloir revoir
voir la manière dont on évalue les profils pour pouvoir sécuriser du mieux possible ces sorties-là, et que des choses comme ça ne puissent plus se reproduire. Absolument. Qu'on en soit sûr, Wilfried, j'ai cru entendre que peut-être il y avait une complicité d'un surveillant. Est-ce que vous voyez là où vous êtes une dégradation absolue des exemplarités professionnelles? On parle évidemment des gardiens de prison, on parle des douaniers, on parle éventuellement des avocats. Est-ce que ça n'est pas un problème aujourd'hui que ces professions, comment dirais-je, se dérèglent au point de ne plus permettre d'être assurées d'une intégrité qui garantit, je dirais, la tranquillité absolue des établissements en question? Alors, je vais vous faire un peu une réponse de Normand, mais la corruption, oui, elle existe, mais elle n'est pas plus présente dans l'administration pénitentiaire que dans le milieu politique. Et j'ai envie de dire, la corruption est peut-être même plus présente dans le milieu politique que dans le milieu carcéral. C'est pas la même. Aujourd'hui, on a quand même très peu de procédures, que ce soit judiciaires ou disciplinaires, parce que des personnels ont été corrompus. Alors ça arrive, on a des brebis galeuses dans notre administration comme on en a ailleurs. Voilà, partout, ça c'est des choses, il y en a partout. On n'en a pas plus qu'ailleurs. Je pense qu'on en a même moins qu'ailleurs, parce que là, pour le coup, l'administration pénitentiaire fait quand même un énorme travail en amont pour sensibiliser tous ces personnels à cette problématique-là de la corruption. Et quand on se base en toute objectivité sur les procédures judiciaires ou les procédures disciplinaires à l'encontre des agents, on n'a pas, c'est quelque chose qui reste franchement pas du tout révélateur d'un phénomène. Donc aujourd'hui, je me garderais bien de partir sur ce terrain-là en mettant potentiellement en cause un agent pénitentiaire qui aurait pu fournir une information à cette équipe de salopards qui a fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Attendons les retours d'enquête, et on prendra à ce moment-là la position qu'il faut. Mais en tout cas, au niveau de notre organisation syndicale, on a toujours été clair. On ne peut pas faire une mi-temps dans chaque camp. Donc il y a deux côtés de la porte, il faut choisir le bon. Surtout quand on fait le choix d'entrer dans l'administration pénitentiaire. Et les gens qui respectent pas ça, ils n'ont pas leur place chez nous. Merci mille fois Wilfried Funk d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire l'UFAP UNSA. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup. Et on a pensé quand même pour les familles, vraiment, ça fait mal, vraiment. J'allais le dire. Ça fait super mal. Absolument, on y pense bien entendu comme à chaque fois. Vous restez avec nous dans un instant sur un autre sujet, le sujet de l'emploi. On en parle de l'intelligence artificielle, l'enjeu en tout cas de l'intelligence artificielle dans l'emploi. On sera avec deux ténors de l'emploi. Parce que l'enjeu de l'intelligence de Philippe David, ça ne peut pas être une question dans le sujet. Non, il y a même un truc qui ne va pas. Merci Françoise, merci Luc et merci Philippe. Allez, à tout de suite, on fait une pause.